Messieurs, mesdames, chers étudiants, bienvenue dans cette étude monumentale consacrée à la dynamique topologique du bulk structuré. Nous allons explorer ensemble les invariants locaux, la mémoire du milieu et les géométries discriminantes. Une exploration rigoureuse et didactique. Chapitre 1er. Cadre scientifique. Section 1.1. Position du document. Ce texte constitue un développement théorique avancé. Il ne remplace pas le manuscrit principal de la TVS, mais le prolonge sur un terrain plus précis, celui de la structure fine du milieu. L'objet est d'expliciter le moment où la seule description par le potentiel gravitationnel ou le champ apparent devient insuffisante. Cette architecture reste entièrement conservée. La matière comme source, le potentiel phi en champ faible et le vide répondant par un état local état. Le présent texte se place à un niveau plus fin, là où l'on cherche à décrire non plus seulement les effets moyens, mais la dynamique locale. Section 1.2. Pourquoi parler de dynamique topologique? Ce n'est pas une abstraction détachée de la physique. Cela désigne une idée précise. Les phénomènes physiques sont des transitions accessibles dans un substrat structuré appelé bulk. Comme un objet se déplaçant dans du miel, la géométrie observable est l'expression secondaire de cette accessibilité locale du milieu. La dynamique n'est plus une action de force dans un espace neutre, mais la conséquence directe de l'état local du milieu actif. La topologie décrit comment le bulk autorise, freine, redirige ou interdit certaines transitions. Elle n'est pas un décor mais une structure. Section 1.3. La première clarification concerne la différence entre l'espace, cadre géométrique, et le bulk, contenu physique. Le bulk est un substrat tridimensionnel, continu et dynamique, capable de supporter des contraintes et de conditionner les phénomènes. Cela signifie que la géométrie observable n'est pas première. Elle peut émerger comme une manifestation secondaire de l'état du bulk. Section 1.4. Le principe central. La physique est la dynamique des transitions accessibles dans le substrat structuré. Une transition désigne tout changement d'état, de position, de régime ou de cadence. Le bulk agit comme une structure de possibilités. Cette dynamique topologique n'est pas une théorie concurrente du mouvement, mais une théorie du milieu qui permet ou contraint ce mouvement. Section 1.5. Pour rester didactique, distinguons les trois niveaux de description essentiels de notre modèle global. Le premier niveau est fondamental. Il concerne les variables décrivant l'état local du bulk, sa disponibilité et sa mémoire causale. Le deuxième niveau est géométrique. Il traite des trajectoires préférées, des fermetures de régime et des géométries discriminantes. Le troisième niveau est phénoménologique. Il concerne la gravité observée, le temps mesuré, la lumière et la signature expérimentale. Ce document se situe précisément à l'interface du niveau fondamental et du niveau géométrique, là où la structure devient centrale. Section 1.6. Quel est le rapport avec le manuscrit principal? Il s'agit d'une consolidation et d'une précision cruciale. La ligne sobre de la TVS reste intacte. Mais nous montrons qu'en certaines circonstances, cette écriture minimale doit être affinée par des objets plus fins. Nous parlons d'invariants locaux, de mémoire causale et de géométrie où le champ apparent seul ne suffit plus à décrire l'état physique. Section 1.7. Dans une description ordinaire, on se contente du potentiel phi et du champ apparent g. C'est insuffisant. Deux configurations peuvent partager un même champ apparent sans imposer le même état au bulk, d'où la nécessité de cette couche mathématique. Nous cessons de confondre le champ local avec la structure différentielle du milieu, la mémoire d'exposition ou l'accessibilité réelle. Section 1.8. Conséquences immédiates. Il faut corriger la notion d'apesanteur. La condition classique G égale 0 est trop faible. Analogie, un bateau arrêté mais dont le sillage continue de perturber l'eau. G égale 0 n'est pas le repos. Le véritable régime inertiel ne se limite pas à G égale 0. Il exige une condition forte impliquant la structure locale et la mémoire. Section 1.9. Ce texte est un document scientifique de consolidation et de précision, non un changement de paradigme complet. Son ambition est de donner au projet une couche capable de soutenir des prédictions plus fines que celles du manuscrit principal seul. Ici, les objets mathématiques deviennent plus fins, les critères d'équivalence plus rigoureux et les signatures expérimentales gagnent en netteté. Section 1.10. Résumons. Le bulk est un substrat actif. La physique est la dynamique des transitions dans ce milieu structuré. La géométrie émerge de l'état local du bulk. Ce document constitue la couche avancée, géométrique et différentielle de notre dossier. Nous sommes maintenant prêts pour le chapitre 2, où nous poserons l'axiome d'apesanteur révisé avec rigueur. Merci de votre attention, messieurs, mesdames. À très bientôt pour la suite de nos travaux.
Messieurs, mesdames, chers étudiants, nous poursuivons notre traité avec le chapitre 2, l'axiome d'apesanteur révisé. Dans une lecture classique, l'apesanteur locale est identifiée à l'annulation du champ apparent. Si l'accélération vaut 0, on se dit sans gravité. Or, dans le cadre de la dynamique topologique du bulk, cette condition est trop faible. Un simple G égale 0 ne garantit pas la neutralité du milieu. Si la physique dépend de l'état local du substrat et des transitions qui l'autorisent, l'annulation de la force apparente n'est qu'une surface. Un point où le champ s'annule peut rester situé dans une région où la structure locale du bulk n'est pas plate au sens physique. Section 2.2. Il nous faut ici distinguer deux idées fondamentales pour la rigueur de notre modèle. La première est l'annulation du champ apparent. G de x égale 0. C'est la compensation locale des contributions gravitationnelles. La seconde est l'absence effective de contrainte du bulk. C'est une condition plus forte, une absence de structure différentielle résiduelle. Dans l'esprit de la TVS, c'est cette neutralité du milieu qui est décisive, car les phénomènes dépendent du bulk et non de la seule force apparente. Autrement dit, on peut avoir G égale 0 sans pour autant avoir un milieu physiquement plat. C'est le cœur de notre révision. Section 2.3. Nous posons maintenant l'axiome d'apesanteur révisé, le critère de l'apesanteur effective forte. Un point n'est en apesanteur forte que si le bulk n'y impose plus ni pente, ni structure différentielle active, ni mémoire significative. Dans une écriture minimale, cela se formule ainsi. État de x égale 0 si, et seulement si IE et M sont nuls. Ou plus prudemment, état est environ nul lorsque l'invariant local IE est nul et que la mémoire M est relaxée. Cette formulation est une extension structurée qui raffine le critère expérimental ordinaire sans le remplacer. Elle apporte la précision. Section 2.4. Pourquoi cette correction est-elle nécessaire? Parce qu'un champ nul peut n'être qu'un effet de compensation. Deux contributions opposées peuvent annuler l'effet au premier ordre, tout en laissant subsister une structure de second ordre ou une mémoire. Si les phénomènes dépendent de la structure des transitions, alors une simple compensation ne suffit pas à produire un véritable état inertiel. Cela rejoint notre distinction entre l'état du milieu, les gradients, les phénomènes et la lecture géométrique. Tout est lié. L'apesanteur n'est plus une simple absence de force, mais une absence totale de structuration active du milieu. C'est une nuance de taille. Section 2.5. Cette correction change radicalement notre lecture géométrique des points d'équilibre. Un point où G égale 0 peut être un point de compensation, un point sel ou un centre plongé dans une structure non nulle. Un point d'équilibre statique n'est pas nécessairement un point d'indifférence physique pour le milieu bulk. Ne nous y trompons pas. Cette remarque prépare notre étude des géométries discriminantes où G s'annule au centre tout en conservant une structure fine active. Section 2.7. L'axiome révisé impose d'introduire la mémoire. Le bulk n'est pas un milieu sans histoire. Même si le champ s'annule instantanément, une région peut rester marquée par une histoire locale de contraintes. La relaxation prend du temps. Ceci est cohérent avec l'effet Dennis, la conservation étendue et la redistribution différée des contraintes dans le champ. La mémoire n'est pas une correction secondaire. Elle est un critère constitutif de ce que nous appelons désormais l'apesanteur forte. Section 2.7. Pour fixer les idées, nous introduisons une mémoire causale sous cette forme intégrale rigoureuse. Ici, S représente la source locale de contrainte et K est un noyau de mémoire décroissant. L'influence du passé s'estompe mais persiste. Un point n'est réellement neutre que si sa mémoire s'est dissipée. Sinon, l'annulation instantanée du champ est une description incomplète. Section 2.8. Introduisons une distinction terminologique précieuse pour la suite de nos travaux expérimentaux. L'apesanteur faible est le simple G égale 0. L'apesanteur forte exige l'absence de structure fine et une mémoire totalement relaxée. Cette distinction évite de confondre des compensations locales avec de véritables états neutres du bulk. Elle permet de mieux lire les expériences. Section 2.9. Cet axiome a une portée directe. Tester la TVS exige de regarder au-delà de l'annulation du champ apparent. Il faut se demander si la géométrie laisse une structure, si un invariant reste actif et si le milieu a eu le temps de relaxer. Le critère G égale 0 ne suffit plus à sélectionner une bonne géométrie de test. C'est là que notre étude gagne en discrimination. Section 2.10. En résumé, l'annulation du champ n'est qu'un critère de premier ordre. L'apesanteur forte exige la neutralité du bulk. Cette correction est cohérente. La physique dépend de l'état du bulk et des transitions qui l'autorisent, non d'une simple force apparente.
Nous enchaînerons directement au chapitre 3 avec les invariants locaux et la loi constitutive avancée. Nous enchaînerons directement au chapitre 3 avec les invariants locaux et la loi constitutive avancée. Merci de votre attention, messieurs, mesdames. À très bientôt pour la suite de nos travaux monumentaux. Messieurs, mesdames, chers étudiants, nous entrons aujourd'hui dans le cœur mathématique de notre traité, le chapitre 3. Nous avons établi que l'apesanteur dépasse la simple annulation du champ. Il nous faut maintenant les objets pour rendre cette correction opératoire. Ce chapitre définit les grandeurs avancées capables de décrire la structure fine du bulk, là où le potentiel de premier ordre ne suffit plus. Nous passons à un niveau plus fin pour préciser pourquoi deux configurations apparemment proches imposent des états différents au milieu. Section 3.2. Pourquoi l'invariant local est-il indispensable? Le potentiel phi et le champ G ne disent pas tout. Le champ apparent n'épuise pas l'information. Il renseigne sur la pente, mais pas sur la courbure, la compression ou la différenciation locale du bulk. Dans une théorie où la physique dépend des transitions accessibles, cette structure fine devient le facteur décisif. IE est là pour la mesurer. Section 3.3. Nous introduisons IE, l'invariant local de déformation différentielle du milieu. Indice IJ désigne la structure différentielle locale, souvent interprétable comme le tenseur de marée ou la mesure de déformation du milieu. Sa propriété capitale est de pouvoir être non nulle même quand G égale 0. IE mesure une structure plus profonde, là où G ne voit que la surface. Section 3.4. Soyons explicites. IE n'est pas un simple artifice mathématique. Il décrit une réalité physique active. Il se manifeste comme une anisotropie des transitions accessibles, un résidu de contrainte là où une lecture naïve ne verrait plus de gravité. Ce point sera crucial pour nos géométries discriminantes, comme le cas de la sphère face à la coquille mince. IE est notre outil de vérité. Section 3.5. Le second élément indispensable est la mémoire du milieu. Le bulk ne se réinitialise pas instantanément. Le vide structuré conserve une trace de ses contraintes passées. C'est ce qu'on appelle la rémanence ou l'histoire locale du système. Nous la représentons par une grandeur causale M, dépendante de ce que le milieu a récemment vécu. Le passé modifie le présent. Section 3.6. Pour définir M, il nous faut d'abord une source locale de contraintes, notée S de X et T. Elle représente l'ensemble des sollicitations imposées au bulk. Cette souplesse de définition est normale à ce stade de notre projet. Section 3.7. La mémoire est pondérée par un noyau de relaxation K de delta T, sa forme est exponentielle. Cette forme est causale et naturelle. Elle donne plus de poids au passé récent. Tm est le temps caractéristique où le bulk oublie. Plus Tm est grand, plus la mémoire est longue. Ce paramètre relie nos travaux aux intuitions sur l'hystérésis et l'évolution lente. Section 3.8. La mémoire locale est définie par cette convolution causale. C'est l'accumulation pondérée du passé. Ce qui compte, c'est la durée et la persistance de la sollicitation. Nous donnons un sens mathématique rigoureux à la mémoire du vide. IE mesure l'instant, M mesure l'histoire. L'un est la forme, l'autre est la trace. La version avancée de la TVS repose sur cette double lecture. Section 3.9. Voici la loi constitutive avancée, le cœur mathématique minimal de la dynamique topologique du bulk. L'état local du vide, état, est la somme d'une partie structurelle instantanée et d'une partie mémorielle intégrée. C'est notre fermeture. Cette formule évite le flou verbal sans multiplier inutilement les grandeurs. Elle est riche de conséquences tout en restant exploitable. Section 3.10. Les coefficients gamma et bêta sont nos couplages effectifs. Ils mesurent la sensibilité du milieu. Gamma évalue la réponse à la structure instantanée, bêta la réponse à la mémoire causale. Leur origine profonde reste à fermer. Leur valeur de travail réside dans le fait qu'ils peuvent être interprétés, contraints par les géométries et estimés par l'expérience. Section 3.11. Dans certains cas, nous ajoutons la compacité C de ρ pour rendre visible le rôle de la structure interne. Cette version est utile pour comparer des objets de même masse, mais d'organisation différente. Elle reste une extension géométrique précieuse. Mais pour garder une fermeture propre, la forme à deux termes reste notre cœur canonique. C'est sur elle que nous bâtirons la suite. Section 3.12. Ce chapitre stabilise des intuitions anciennes. Nous ne changeons pas l'esprit, nous en fixons l'écriture. Le gradient de viscosité et les points non neutres AG nuls trouvent ici leur cadre rigoureux. Tout devient mathématiquement net. C'est le lien. Section 3.13. L'idée capitale. Deux points au champ identique peuvent avoir des états du vide différents. C'est notre justification. Section 3.14.
En résumé, IE pour la structure, M pour l'histoire et notre loi de couplage. Voilà notre cadre clair. Section 3.14. En résumé, IE pour la structure, M pour l'histoire et notre loi de couplage. Voilà notre cadre clair. Cette écriture constitue le cœur de la dynamique topologique avancée. Nous sommes prêts pour l'étude des géométries discriminantes. Nous enchaînerons directement au chapitre 4 avec le cas fascinant de la sphère face à la coquille. Merci de votre attention, messieurs, mesdames. À très bientôt pour la suite de nos explorations théoriques. Mesdames, messieurs, chers étudiants, nous franchissons aujourd'hui une étape cruciale de notre traité. Bienvenue dans le chapitre 4, consacré aux géométries discriminantes. Prenez place, car nous allons sonder les structures invisibles du vide. L'enjeu est de taille. Démontrer que là où la physique classique ne voit qu'un calme plat, la TVS décèle une structure active. Nous allons explorer comment le milieu peut être tendu ou structuré, même en l'absence totale de poids ressenti. C'est le paradoxe des géométries discriminantes. Pour y parvenir, nous mobilisons nos deux sentinelles, l'invariant de structure IE, qui capte l'organisation locale, et la mémoire causale M, qui enregistre l'histoire du milieu. Ensemble, ils nous permettent de lire entre les lignes du champ de gravité classique. Les symétries ne sont pas ici de simples raccourcis de calcul. Elles sont nos instruments de précision. En forçant le champ apparent à s'annuler par compensation, elles dénudent le milieu et nous laissent observer sa texture profonde sans le bruit de la pesanteur ordinaire. Imaginons deux masses comme deux sphères dans du miel. Au centre exact, une particule test ne bougerait pas. Les deux attractions se tirent avec la même force. Classiquement, G est nul. Mais le miel entre les deux sphères est-il au repos? Non, il est sous tension, étiré par les deux influences opposées. C'est l'essence de l'invariant IE. Mathématiquement, si la pente du potentiel est nulle au centre, sa courbure ne l'est pas. La TVS affirme que le bulk répond à cette courbure, à cette structure locale des transitions possibles. Le centre n'est pas un désert physique, c'est un carrefour de contraintes compensées. Le carré de masse nous offre une démonstration encore plus spectaculaire. En plaçant 4 masses au sommet, nous créons un point mort central d'une grande pureté géométrique. Pourtant, la richesse de la structure différentielle y est maximale. C'est ici que la TVS montre ses muscles. Au centre du carré, G vaut 0. Mais l'invariant IE reste positif et bien défini. Le bulk y est littéralement activé par la configuration géométrique globale. Cela prouve qu'un objet placé là, bien qu'en apesanteur, baigne dans un milieu dont la densité de structure est modifiée. L'anneau uniforme nous permet de généraliser. En passant d'un système discret de masse à une distribution continue, nous montrons que cette propriété est fondamentale. Elle dépend de la manière dont la matière encercle et définit un volume d'espace. C'est une propriété de topologie physique. Mais attention à ne pas conclure trop vite que toute symétrie crée un effet. Dans un cube ou un octaèdre, la géométrie est telle que non seulement le champ G s'annule, mais l'invariant IE s'annule aussi. Le centre y est réellement, structurellement neutre. La TVS sait se taire quand la physique l'exige. Cette capacité à prédire un signal dans un cas, le carré, et un silence dans l'autre, le cube, est la marque d'une théorie scientifique robuste. Nous ne sommes pas dans la spéculation vague. Nous sommes dans la discrimination précise des états du milieu. C'est la garantie de la crédibilité de notre dossier. Nous arrivons au cœur de notre démonstration. Le duel entre la sphère homogène et la coquille mince. Deux objets de même masse, de même rayon, produisant le même champ de gravité externe. Mais au centre de chacun, le bulk raconte deux histoires opposées. Écoutez bien, car c'est ici que tout se joue. Pour Newton ou Einstein, ces deux centres sont identiques. Un astronaute n'y sentirait aucun poids. La physique classique conclurait à une équivalence locale totale. Mais c'est une lecture superficielle qui ignore la manière dont la matière occupe réellement le volume. La TVS, elle, ne s'y trompe pas. Dans la sphère homogène, la matière est partout présente. Elle structure le milieu de proche en proche jusqu'au centre. IE y est donc positif. Dans la coquille, la matière est à la frontière. Le centre est un espace abandonné par la structure fine du bulk, où IE retombe à 0. Deux zéros de gravité, mais deux réalités de vide différentes. Cette signature est capitale. Elle prouve que le bulk sent la distribution interne. La matière qui remplit un volume impose une contrainte au milieu que la matière concentrée en surface ne peut égaler. Le volume n'est pas une abstraction géométrique, c'est une réalité physique structurante.
La TVS redonne ses lettres de noblesse à l'occupation de l'espace. Et ce n'est pas seulement de la théorie. Cette différence est une promesse expérimentale. Imaginez deux horloges atomiques, l'une au centre d'une sphère, l'autre au centre d'une coquille. La TVS prédit qu'elles ne battront pas au même rythme, car elles ne baignent pas dans la même densité de bulk. C'est un défi lancé à l'instrumentation de précision. Ces géométries discriminantes sont notre premier véritable banc d'essai. Elles transforment des intuitions conceptuelles en prédictions mathématiques et en cibles expérimentales. Elles donnent à notre traité sa première chair physique solide. Le bulk n'est plus une hypothèse, c'est un substrat dont nous commençons à cartographier les tensions. Nous avons établi les principes géométriques, mais la science exige des nombres. Dans le prochain chapitre, nous passerons au chiffrage, ordre de grandeur, signaux de fréquence et conditions réelles de détection. Préparez vos calculatrices. Merci de votre attention, messieurs, mesdames. Mesdames, messieurs, chers étudiants. Nous franchissons aujourd'hui une étape décisive. Une théorie peut être élégante par ses concepts, mais elle ne gagne sa légitimité scientifique qu'en acceptant l'épreuve des nombres. Le chapitre 5 transforme nos principes en ordre de grandeur mesurable. Pourquoi cet exemple numérique est-il vital? Parce qu'il lève l'incertitude sur la détectabilité. L'effet que nous traquons est-il à portée de nos instruments ou appartient-il à l'inaccessible? En quantifiant l'invariant IE et la loi constitutive de état, nous jetons enfin ce pont nécessaire vers l'expérimentation. Notre laboratoire de référence sera le carré de 4 masses identiques. C'est un modèle d'une grande pureté géométrique. Au centre, la compensation des forces est totale. G vaut 0. C'est l'endroit idéal pour démontrer que l'absence de poids ne signifie pas l'absence de structure pour le bulk. Pour stabiliser nos ordres de grandeur, choisissons des paramètres réalistes pour une installation de laboratoire. Des masses de 10 kg placées à 50 cm du centre. Ces chiffres vont nous permettre d'extraire la première amplitude structurale de notre modèle. Le calcul nous livre une valeur précise. L'invariant local au centre du carré est d'environ 6,842, 10 puissance moins 16, seconde moins 4. Ce n'est pas un zéro, c'est la preuve quantitative qu'une structure différentielle persiste là où la gravité classique s'est éteinte. Cette structure doit maintenant être raccordée à l'état du milieu, état par notre loi constitutive. Dans ce cas statique, état est le produit de notre invariant par le couplage gamma. C'est ici que la réponse du vide entre en jeu. État représente la déformation réelle du substrat bulk sous l'influence de la géométrie. Le couplage gamma est la clé de voûte de l'exploitabilité. Si gamma est trop petit, le vide est trop rigide et l'effet reste masqué. S'il est suffisant, la géométrie du carré devient expérimentalement pertinente. Nous montrons ainsi que la visibilité de la théorie dépend de la nature même du couplage avec le vide. Comment mesurer cet état-état? Par une observable relative, comme une variation de fréquence ou de phase. En reliant notre invariant au signal instrumental, nous obtenons une loi de réponse concrète. C'est le lien direct entre la configuration de vos masses et ce qu'affichera votre appareil de mesure. Fixons une cible de précision de 10 puissance moins 18. Pour l'atteindre, nous estimons un couplage seuil d'environ 1,462, 10 puissance moins 3. Ce n'est pas encore une constante fondamentale, mais c'est un point de repère crucial. Nous savons désormais quel niveau de couplage est nécessaire pour rendre le bulk visible. La science est aussi une affaire de patience. Nos calculs suggèrent qu'un temps de mesure de 25 heures serait nécessaire pour stabiliser le signal. Cela prouve que l'effet recherché s'inscrit dans des durées instrumentales réalistes. La TVS n'est plus un rêve, elle devient un protocole de métrologie. Mais attention, si votre montage bouge ou si la géométrie varie, la mémoire causale βm doit être réintroduite. Nous distinguons alors l'effet purement géométrique de la relaxation historique du bulk. Le milieu se souvient des contraintes qu'il a subies, et cette mémoire est une composante de la réponse. Soyons très précis sur le sens de cette détection. Nous ne mesurons pas une force fantôme ou une anomalie de pesanteur. Nous détectons une modification de l'état du milieu lui-même. C'est la structure du substrat que nous sondons, pas un simple champ ajouté à la physique classique. C'est là toute la profondeur de notre démarche. L'exemple du carré est notre premier prototype complet. Il articule géométrie, loi constitutive et signal détectable. Il permet de discuter du bulk dans un langage où les seuils de détection sont clairement définis.
C'est ce qui rend notre traité mathématique authentiquement crédible. Bien sûr, le carré n'est qu'une étape. Il ne remplace pas l'étude des géométries volumiques comme la sphère, qui reste conceptuellement plus puissante. Mais il nous offre la base numérique nécessaire pour avancer avec assurance vers des modèles encore plus complexes. En résumé, ce chapitre a jeté le premier pont complet entre la structure fine du bulk et le signal expérimental. Nous avons maintenant des nombres, des seuils et des temps de mesure. La théorie a désormais un corps physique et numérique. Le cadre numérique est posé. Mais quelles sont les différentes formes que peuvent prendre nos lois de réponse? C'est ce que nous verrons au prochain chapitre. Les familles de lois candidates et la stratégie de fermeture. Merci de votre attention, chers étudiants. Mesdames, messieurs, chers étudiants, nous abordons aujourd'hui une étape méthodologique décisive de notre traité. Après avoir exploré les principes, les géométries et les nombres, il nous faut préciser comment fermer notre modèle sans en rompre la cohérence interne. Bienvenue dans le chapitre 6. Une théorie effective accepte, dans sa phase de consolidation, plusieurs lois candidates. Mais cette ouverture doit rester rigoureusement contrôlée. Notre but n'est pas de dire que tout est possible, mais de structurer l'espace des formes admissibles pour éliminer par la raison et l'expérience les formulations les moins satisfaisantes. La première famille, et notre socle de travail actuel, est celle des lois linéaires minimales. Son avantage est sa sobriété. Elle distingue proprement la contribution structurelle instantanée, liée à IE, de la contribution historique liée à la mémoire M. C'est la forme qui minimise le risque de redondance conceptuelle. La seconde famille explicite le rôle de l'organisation de la matière via la compacité. C2ρ permet de rendre visible le fait que deux distributions de même masse peuvent affecter le bulk différemment à cause de leur structure interne. C'est une extension naturelle pour nos cas de type sphère contre coquille. Cette famille impose cependant un défi, éviter que la compacité ne duplique une information déjà contenue dans l'invariant IE ou dans la mémoire. Elle exige un travail d'identifiabilité théorique plus profond. Nous la considérons donc comme une extension contrôlée de notre famille minimale. Enfin, une troisième famille, plus ambitieuse, admet que la réponse du bulk n'est pas strictement linéaire. Ces lois saturantes permettent de décrire des seuils, des plateaux et des changements de régime. Elles rejoignent les intuitions des branches K ou PVSP, préparant le terrain pour des contraintes plus extrêmes. Le second niveau de choix concerne la transduction. Comment passer de l'état-état à une observable? Notre cadre montre que la même structure du bulk peut être couplée à plusieurs classes de mesures, fréquences, phases ou facteurs de qualité. Cette variété renforce la testabilité de l'ensemble du dossier. Ce document ne doit pas entrer en rupture avec notre manuscrit principal. Le recollement au régime faible champ est une condition de survie pour notre cohérence interne. La TVS ne remplace pas la description classique. Elle l'enrichit là où la structure fine du milieu devient pertinente. La première forme de raccordement, la plus prudente, conserve intégralement les lois classiques comme fond théorique. La dynamique topologique du bulk intervient alors comme une correction différentielle subtile, réservée aux géométries où le premier ordre apparent est neutralisé. C'est la garantie de notre clarté. Une seconde voie consiste à écrire une gravité effective corrigée. Elle jette un pont vers nos formulations historiques, où les effets du vide modifient la dynamique apparente. C'est une écriture puissante qui doit être présentée avec soin pour ne pas brouiller la hiérarchie de notre dossier maître. Pour choisir entre ces lois, nous suivons 4 critères cardinaux. La cohérence avec le reste du dossier, la parcimonie du modèle, sa capacité à discriminer géométriquement les états et l'identifiabilité expérimentale de ses coefficients. Ces piliers fondent la scientificité de notre démarche. La fermeture du document est un processus graduel. Nous adoptons d'abord la forme linéaire, avant d'examiner si la compacité ou les non-linéarités deviennent nécessaires. Cette montée en complexité par palier protège la clarté de notre vision et assure une transition fluide vers les couches les plus ambitieuses. Cette position intermédiaire constitue notre force. Plus discriminant que le manuscrit principal, notre document reste plus contrôlé que les branches K ou PVSP. Il prépare le terrain où leurs concepts pourront un jour s'ancrer solidement. Nous sommes le maillon de raccordement nécessaire. En résumé, nous avons posé une stratégie de fermeture rigoureuse. Nous disposons d'un espace de lois candidates, d'un raccordement cohérent et de critères de choix clairs. Notre architecture est prête pour les étapes de validation expérimentale. Le cadre est verrouillé. Nous avons achevé la structure théorique. Mais comment cette structure respire-t-elle à l'échelle numérique?
C'est ce que nous explorerons au prochain chapitre. Non-dimensionnalisation, stabilité et premier cadre de simulation. Merci de votre attention, messieurs, mesdames, chers étudiants. Nous entamons aujourd'hui une leçon fondamentale de notre traité, la consolidation numérique et la stabilité de la dynamique topologique du bulk. Prenez place. Une théorie sans cadre numérique n'est qu'une vue de l'esprit. Pour que la dynamique topologique du bulk soit prédictive, elle doit accepter les contraintes de la stabilité, de la causalité et de la non-dimensionnalisation. Avant d'interroger le vide par le calcul, nous devons nous extraire du monde des unités sensibles. Une théorie n'est robuste que si elle accepte de se dépouiller de ses dimensions pour toucher à l'universel. Nous posons nos trois piliers. L pour la longueur, T pour le temps et E pour l'énergie spécifique. Ce cadre nous permet de naviguer sans erreur entre les échelles du laboratoire et celles du cosmos. En introduisant ces variables réduites, nous raccordons notre étude au formalisme F4 synchronisé. Le bulk n'est plus une abstraction lointaine, mais un milieu calculable, défini par ses échelles propres. Le groupe adimensionné θ est notre boussole temporelle. Il compare la relaxation propre du vide à notre fenêtre d'observation. C'est ici que se joue le destin de la mémoire du milieu. Pour comprendre θ, reprenons notre analogie du miel. Dans le bulk, la viscosité n'est pas un simple frottement mécanique, mais une résistance de la structure à se réorganiser face à une contrainte. Si θ est élevé, le milieu est comme ce miel épais. Il refuse l'oubli. Chaque état précédent reste gravé, figé dans une persistance qui définit ce que nous nommons la mémoire topologique. Observez ce sillage. C'est l'effet Dennis. Dans le bulk, une contrainte ne disparaît pas. Elle s'accumule. Le milieu garde la trace physique de chaque transition, tel le sillage d'un navire fantôme. Cette persistance crée une divergence. Mais le vide n'aime pas le déséquilibre. Il compense cette contrainte accumulée par une redistribution d'énergie interne pour maintenir la cohérence de sa structure. Cette persistance témoigne d'une lutte mécanique. Le vide redistribue son énergie pour éviter sa propre saturation. C'est la négociation constante entre l'état local et la capacité globale de notre commande K. Vient alors l'effet Mamolar. La dérive d'un signal n'est pas le fruit du hasard. Elle dépend de l'intégrale du chemin parcouru à travers les structures du bulk. C'est une mémoire de parcours. Chaque segment de l'espace traversé apporte sa propre contrainte. Le résultat final est la somme de cette mémoire spatiale, reliant intrinsèquement l'effet Dennis à l'effet Mamolar. Le nombre de Fourier, faux, règle la redistribution spatiale. Il décide si les textures fines de notre milieu vont se lisser par diffusion ou si elles resteront gravées dans la topologie locale. Lambda, quant à lui, mesure le couplage au gradient du potentiel. C'est par lui que la géométrie des masses, sphères ou anneaux, vient sculpter l'état profond du vide. Nous atteignons alors un seuil critique. Au-delà d'une certaine valeur de l'état local, nous basculons dans la région noire. La propagation libre n'est plus possible. C'est la limite de Shuhu. C'est le régime G3, le gel topologique. Le milieu se ferme, se fige, et la mobilité du vide s'effondre. Le bulk entre dans un état de confinement extrême où la propagation cesse d'être fluide. La stabilité exige des garde-fous. La diffusion doit rester positive et la relaxation contrôlée. Sans ces contraintes de positivité, nos équations ne seraient qu'un chaos divergent. La physique impose ses garde-fous. La causalité optique, régie par Kramers-Kronig, assure que le bulk se comporte comme un milieu physique réel et passif. Nous respectons ici les exigences les plus strictes de la science. La simulation demande une précision chirurgicale. Notre pas de temps ΔT doit être rigoureusement inférieur au temps de relaxation et de diffusion pour éviter tout artefact numérique. Ce cadre nous permet de tester enfin nos géométries discriminantes. C'est ici, par la simulation de sphères ou de coquilles, que nous pouvons prédire les signatures uniques de la dynamique du bulk. Ce cadre technique est désormais scellé. Nous avons les outils pour calculer et pour confronter notre théorie à l'expérience. Je vous remercie pour votre persévérance dans cette leçon ardue. Nous sommes prêts pour le chapitre 8, la conclusion scientifique de notre voyage. Messieurs, mesdames, merci. Mesdames, messieurs, chers étudiants, nous arrivons à un point de méthode et de probité intellectuelle essentiel. Ce 8e chapitre a pour fonction de refermer notre développement avancé sans le clore artificiellement. Bienvenue dans cette leçon de synthèse et de perspective. Une théorie gagne en crédibilité lorsqu'elle distingue explicitement ce qui est déjà stabilisé de ce qui reste conjectural.
Nous fixons ici le statut scientifique exact de notre travail, une couche avancée, plus discriminante que le manuscrit principal, mais rigoureusement contrôlée. Pour l'intuition, distinguons l'espace du bulk. L'espace est le contenant, le bulk est le contenu. Imaginez ce miel, il est continu, structuré et actif. Cette distinction est le premier verrou conceptuel, aujourd'hui constant dans tout notre corpus. Le second verrou est le principe des transitions accessibles. La physique n'est plus une simple loi de force, mais la dynamique de ce que le milieu autorise, contraint ou ferme. Cette formulation unifie gravité, matière et temps dans une même idée de milieu structurant. Le troisième verrou concerne le temps. Pour nous, le temps est intrinsèque. Les écarts observés entre horloges ne sont pas des déformations de l'espace-temps, mais des variations de cadence de systèmes matériels plongés dans des états différents du vide. C'est un verrou conceptuel majeur. Au niveau structurel, nous avons verrouillé une idée révolutionnaire. L'annulation du champ apparent local ne garantit pas la neutralité réelle du milieu. La structure fine peut subsister là où la force classique se tait. C'est l'essence de nos géométries discriminantes. Notre document ne remplace pas le cadre publication ready. Il s'y raccorde comme une couche de raffinement. Ce recollement faible champ assure la cohérence entre la version sobre de la TVS et cette couche géométrique avancée. C'est un acquis structurel définitif. Mathématiquement, le premier pilier est l'invariant local de structure fine, IE. Son rôle est clair, capter une structure locale du milieu qui subsiste même lorsque le champ apparent s'annule. C'est notre grandeur de référence avancée. Le second pilier est la mémoire causale, fondée sur un noyau exponentiel. Elle traduit la dépendance de l'état local du vide envers son histoire. Cette forme est la plus simple et la plus naturelle physiquement, cohérente avec nos équations fondamentales. Enfin, la loi constitutive minimale I égale gamma IE plus bêta M constitue le cœur mathématique le plus sobre de notre document. Elle suffit à relier structure locale, mémoire et réponse du bulk dans une forme calculable. Le dossier contient un verrou inébranlable, le cas de la sphère homogène face à la coquille mince. À masse et champ apparents identiques au centre, la structure fine diffère radicalement. C'est la signature théorique la plus puissante de notre modèle. La théorie ne se contente pas d'affirmer des effets cachés. Elle trie les géométries, entre celles qui sont réellement structurantes et celles qui sont réellement neutres, comme le cube ou l'octaèdre. Cette capacité de tri est un acquis scientifique majeur. Soyons clairs sur ce qui n'est pas encore fermé. La forme définitive des lois candidates reste une zone de recherche. Une saturation ou une non-linéarité pourrait être nécessaire dans certains régimes extrêmes. Le document encadre cette ouverture sans la masquer. Le pont définitif vers les formulations historiques, comme le langage CHU et MU ou la commande K, reste partiellement ouvert. Ce document stabilise un noyau avancé sans fusionner brutalement toutes les traditions du corpus. Sur le plan physique, l'origine profonde de la mémoire dans le bulk et sa calibration expérimentale ultime restent des chantiers réels. Nous avons formulé les différences théoriques. Il reste à identifier les meilleures classes instrumentales pour les mettre en évidence. La force de ce document réside dans sa modestie hiérarchisée. Il ne remet pas en cause indifféremment la physique actuelle, mais intervient là où une structure fine produit une différence discriminante. Il définit même les conditions de sa propre invalidation. Nous occupons la place centrale, la couche géométrique et différentielle avancée de la TVS. C'est notre meilleure position scientifique actuelle, plus précise que la base, plus calculable que les branches les plus ambitieuses. Pour éviter toute surinterprétation, retenez ceci. Le bulk est un substrat actif. La physique est une dynamique de transition et des objets comme IE et M permettent de formaliser des réponses mesurables en fréquence ou en phase. C'est notre noyau de certitude. Ce chapitre clôt la définition de notre cadre. Nous sommes désormais cohérents, calculables et testables. Merci de votre attention soutenue, messieurs, mesdames, chers étudiants. Notre quête de la dynamique du bulk continue. Messieurs, mesdames, chers étudiants, nous franchissons aujourd'hui une étape décisive, la formalisation opératoire de nos cas tests. Les chapitres précédents ont posé les bases. IE, la mémoire M, la loi constitutive. Il nous faut maintenant préciser comment comparer proprement deux situations physiques. Une géométrie n'a de valeur que si l'on définit ce qui reste constant, ce qui varie, quel observable porte la différence et ce qui valide le modèle. Section 9.2. Un protocole interne est nécessaire pour éviter d'attribuer plusieurs causes à un même effet.
nous cherchons la propreté différentielle. Nous devons comparer des configurations aussi proches que possible sur le premier ordre, pour que seule la structure fine explique les écarts observés. Section 9.3. Pour être scientifiquement propre, nous tenons constante la masse totale, le rayon extérieur et la géométrie du point de mesure. Nous fixons aussi le calibrage et le temps de relaxation préalable pour éviter que l'histoire du montage ne fausse l'interprétation du bulk. Section 9.4. À l'inverse, nous laissons varier la structure interne, l'invariant IE, la mémoire résiduelle et la compacité effective. Ces différences sont l'objet même du test. Le protocole réussit quand le premier ordre reste fixe, tandis que la structure fine varie. Section 9.5. La variable centrale de notre cadre opératoire est le contraste structural entre deux configurations, notées delta eta AB. La question devient: deux systèmes apparemment équivalents au premier ordre imposent-ils le même état local au milieu actif? C'est notre boussole. Section 9.6. Le contraste structural pur joue le rôle d'interface entre la géométrie profonde et le niveau mesurable. Dans une comparaison à mémoire relaxée, la différence provient uniquement de l'écart entre les invariants de structure locale IE. Si la mémoire est active, l'histoire locale s'ajoute à la structure. La différence ne vient pas d'une force, mais d'un écart du milieu. Section 9.7. Pour comparer des cas de taille différentes, nous introduisons le contraste réduit sans dimension, SAB. Plus SAB est grand, plus la différence entre deux géométries est visible. Cela prépare nos futures tables de résultats expérimentaux. Section 9.8. Le contraste structural est ensuite transduit en observable, comme la réponse de fréquence IH pour le canal horloge. Nous pouvons aussi construire une observable de phase ou encore de type transport pour mesurer les pertes du milieu. Tout reste cohérent. Section 9.9. Le protocole le plus important compare une sphère homogène et une coquille mince de même masse et même rayon. Au centre, les deux sont équivalentes au premier ordre apparent, G égale 0, mais le bulk, lui, fait la différence. L'invariant IE de la sphère est positif alors que celui de la coquille est nul. Ce contraste isole parfaitement la structure interne. Section 9.10. Un second protocole oppose une géométrie active, le carré, à une géométrie neutre comme le cube ou l'octaèdre. Cela montre que le document traite aussi des contrastes purement géométriques. La portée de la dynamique topologique s'élargit ainsi. Section 9.11. Une comparaison doit préciser son régime. En mémoire relaxée, seul compte l'écart géométrique instantané. En mémoire relaxée, seul compte l'écart géométrique instantané. MA et MB sont nuls. En mémoire active, le contraste mélange structure et histoire. Cette distinction est vitale pour éviter toute ambiguïté d'interprétation. Section 9.12. Nous définissons ce qui compte comme un succès ou un échec pour notre théorie. C'est la rigueur scientifique. Un résultat positif montre une différence stable. Un résultat nul signifie qu'aucun écart ne dépasse nos seuils de couplage. Simple et net. Un résultat est ambigu si la différence ne peut être attribuée au bulk par manque de contrôle sur les constantes. Nous l'excluons de notre rigueur. Section 9.13. Ce tableau récapitule notre logique expérimentale, structure volumique, symétrie active et test mémoire. Du cas canonique au témoin nul, chaque ligne clarifie la grammaire de comparaison que nous avons bâtie pour le bulk. Section 9.14. Le rôle de ce chapitre est de passer des structures possibles aux comparaisons opératoires réelles. C'est la maturation du modèle. Une fois le contraste dit, défini et l'observable choisi, le document cesse d'être spéculatif pour devenir un cadre de comparaison rigoureux. Section 9.15. En résumé, we have structuré nos protocoles. Nous ne proposons plus de simple géométrie, mais une science de comparaison. L'annexe A offre désormais une grammaire complète pour la dynamique topologique. Nous sommes prêts pour les applications les plus fines. Merci de votre attention, messieurs, mesdames. À très bientôt pour la suite de nos travaux monumentaux. Merci de votre attention, messieurs, mesdames. À très bientôt pour la suite de nos travaux monumentaux. Mesdames, messieurs, chers étudiants, nous voici parvenus au sommet de notre édifice intellectuel. Ce chapitre d'X n'est pas une simple étape, c'est le point de bascule où le concept pur accepte de se soumettre au verdict de la mesure. Prenez place pour cette leçon fondamentale. Une théorie avancée n'a de valeur que si elle définit elle-même ses conditions de vérité. Nous ne cherchons pas ici à prouver une intuition, mais à formuler un programme de validation différentiel. Un résultat attendu est un contraste structural fin, une différence que seule la dynamique du bulk peut révéler. Pour l'intuition, utilisons notre analogie du miel. Imaginez que le bulk soit ce fluide dense.
Deux environnements peuvent paraître identiques en surface, mais si la viscosité interne du miel diffère, tout le processus de mesure temporelle et fréquentielle sera altéré. C'est l'essence de notre recherche. Le cœur opératoire est le contraste structural noté delta-eta. Si deux configurations A et B partagent les mêmes grandeurs de premier ordre, comme la gravité apparente, mais que leur structure fine diffère, alors delta-eta doit être non nul. C'est la signature minimale de notre document. Étudions le cas monumental de la sphère pleine. En son centre géométrique, par symétrie, le champ de gravité G est nul. Pour la physique classique, ce point est un vide de force, une zone de neutralité absolue. Mais la TVS y voit une réalité tout autre. Pour la dynamique topologique du bulk, le centre de la sphère est structurellement actif. L'invariant IE y est maximal, car la masse environnante presse le milieu. Le bulk y est plus dense, plus visqueux, plus structuré qu'ailleurs, malgré l'absence de force apparente. Comparons maintenant ce centre à celui d'une coquille mince de même masse totale. Là aussi, G est nul. La compensation de premier ordre est parfaite. Pourtant, au centre de la coquille, l'invariant IE est nul. Le milieu n'y est pas structuré. Ce contraste est notre signature la plus puissante. Le document ne s'arrête pas là. Prenons le cas d'un carré de 4 masses. En son centre, le champ apparent est compensé. Mais la topologie de cette distribution reste structurellement active. C'est une signature secondaire qui prouve que la structure fine ne dépend pas que du volume. En comparant ce carré à une géométrie réellement neutralisante, nous attendons un contraste mesurable. Cela démontre que le document n'est pas limité à l'opposition sphère-coquille, mais s'étend à toute la topologie de la distribution de matière. La troisième famille de signatures est causale. Le bulk possède une mémoire. Une contrainte passée, même si la source a disparu, laisse une trace résiduelle dans la dynamique du milieu. C'est ce que nous appelons l'effet Denny, un pilier de notre approche temporelle. Cela signifie que deux dispositifs rigoureusement identiques aujourd'hui peuvent produire un contraste si leur histoire de contrainte diverge. La dynamique topologique du bulk relie ainsi la structure géométrique aux relaxations différées du champ. Comment lire ces signatures? Par les observables instrumentales. La théorie prédit que le contraste delta-eta se traduit par des décalages de phase ou de fréquence, proportionnels au couplage structurel. Chaque instrument devient alors une sonde du bulk. Un programme de validation exige une probité absolue. Nous devons définir des témoins nuls, des cas où, malgré la complexité, aucun effet n'est attendu. Si nous mesurons un signal là où le modèle attend un 0, c'est que notre compréhension doit être révisée. C'est la garantie de notre sérieux. Nous devons aussi accepter l'ambiguïté. Un résultat peut être dû à un artefact ou à un bruit mal contrôlé. Le programme fixe des seuils de pertinence. Le signal doit être plus grand que le bruit résiduel de la géométrie effective. Voici notre plan de bataille concret. D'abord, stabiliser analytiquement nos géométries de référence. Ensuite, évaluer pour chacune l'invariant IE et la mémoire M. Puis, identifier les classes instrumentales, de la phase au transport, les plus aptes à détecter le signal. Enfin, établir les cas nuls internes et tester si notre loi constitutive universelle reste compatible avec l'ensemble des données. Ce programme transforme une réflexion théorique en un véritable banc d'essais structurel pour la TVS. Une validation forte sera atteinte quand plusieurs classes de géométrie convergeront vers les mêmes coefficients. Ce n'est pas une preuve isolée, mais une symphonie de résultats cohérents. C'est l'objectif de la civilisation du bulk. Même une réfutation partielle est un succès scientifique. Elle permet de simplifier le modèle, d'éliminer les redondances et d'affiner notre vision. Une théorie honnête est une théorie qui accepte d'être corrigée par le réel. C'est là notre plus grand honneur. Ce pont entre nos concepts et la mesure clôt notre programme pour ce 10e chapitre. Merci de votre attention soutenue. Messieurs, mesdames, chers étudiants. Que la rigueur et la quête de cohérence guident chacun de vos futurs travaux. Mesdames, messieurs, chers étudiants, nous voici au terme de ce voyage au cœur de la dynamique topologique du bulk. Ce chapitre final n'est pas un simple résumé, c'est le bilan scientifique d'une percée conceptuelle majeure dans notre étude de la TVS. Le premier constat de ce document est radical. Le bulk n'est pas un simple support passif. C'est un substrat physique actif dont l'état local conditionne chaque transition physique. Nous relisons ici la physique comme la dynamique des transitions autorisées ou fermées par le milieu lui-même.
Le premier résultat majeur est la reformulation de l'apesanteur. L'annulation du champ apparent classique ne suffit plus. Une neutralité réelle exige l'extinction de la structure fine du milieu. La compensation de premier ordre n'est plus synonyme d'absence de contrainte. Nous avons introduit un noyau mathématique stable, l'invariant local IE et la mémoire causale. Monsieur ensemble, ils forment notre loi constitutive minimale. Ce cadre permet enfin de distinguer la structure instantanée de l'histoire accumulée du milieu. Le troisième pilier est la mise en évidence des géométries discriminantes. Le cas de la sphère face à la coquille mince prouve qu'à masse égale, le bulk réagit différemment. C'est le passage de l'intuition de milieu à la différence physique potentiellement mesurable. Enfin, l'apport est méthodologique. Nous avons ancré ces objets théoriques dans un cadre complet. Stabilité, causalité et non-dimensionnalisation. Ce texte n'est plus une spéculation. C'est une couche avancée dotée d'une structure de calcul et d'un programme de validation. Précisons notre domaine de validité. Ce travail ne remplace pas le manuscrit principal. Il en constitue la couche fine, géométrique et différentielle. C'est un document intermédiaire, plus discriminant que la base, mais plus calculable que nos branches les plus ambitieuses. Ce que nous affirmons ici est stable. Le bulk est distinct de l'espace. Le champ apparent seul est insuffisant. Et certaines comparaisons géométriques peuvent révéler des signatures physiques là où le premier ordre ne voit rien. C'est notre noyau de certitude. Mais l'honnêteté scientifique impose de reconnaître ce qui reste ouvert. La calibration finale des coefficients et le pont complet avec le langage CHU et MU sont nos prochaines étapes. Ces ouvertures ne sont pas des faiblesses, mais des directions de travail. Parmi nos verrous, le cas sphère contre coquille reste le plus fort. Il fournit une barrière infranchissable pour les théories qui refusent la structure du milieu. C'est le point d'ancrage définitif de l'annexe A. La suite est tracée. Unifier le texte en un volume autonome, verrouiller le glossaire des notations pour harmoniser CHU, MU et les invariants, et relier enfin ces contrastes structurels à l'annexe expérimentale. En conclusion, ce travail franchit un seuil. Il donne au bulk une structure géométrique et causale capable de produire des différences là où la physique classique s'arrête. Ce n'est plus une extension technique, c'est une pièce centrale de notre vision du monde. Merci de votre attention soutenue tout au long de cette étude de l'annexe A. Que la rigueur scientifique continue de guider vos réflexions sur le milieu. Messieurs, mesdames, chers étudiants, au revoir.